Pourquoi les esprits les moins éclairés accèdent-ils si souvent au sommet du pouvoir? Pose-toi cette question avec sérieux. Tu as peu être déjà ressenti cette intuition sans jamais oser l'exprimer aussi directement. Il y a ce sentiment troublant, presque dérangeant, que le monde n'est pas dirigé par les plus sages, mais par les plus bruyants, les plus vides, les plus habiles ou les plus soumis. Ce n'est pas un accident, ni une faille du système. C'est une logique profonde, presque obscure, que Nicolas Machiavel avait déjà discernée bien avant que notre époque moderne ne vienne la confirmer. Car, à force de rejeter l'intelligence, la complexité et la nuance, nos sociétés ont érigé la médiocrité en vertu politique. Pire encore, elles en ont fait une stratégie de survie. Aujourd'hui, tu vis dans un monde où la compétence est souvent perçue comme une menace, où la vérité dérange, où l'on célèbre les esprits faibles tant qu'ils se plient aux ordres et où l'on étouffe les voix lucides sous le vacarme d'une foule orchestrée. Cette dynamique de la médiocrité triomphante n'est pas nouvelle. Elle obéit à des lois anciennes, implacables, que peu osent affronter. Tu es sur le point de comprendre pourquoi ce schéma se répète inlassablement, comme une malédiction collective. Reste attentif jusqu'au bout, car une vérité inconfortable t'attend. Une vérité que tu portes peut être déjà en toi sans l'avoir jamais nommée. Et si ce que tu lis te parle, retiens cette phrase. Ceux qui pensent trop ne règnent jamais longtemps. Abonne-toi, partage cette réflexion et prépare-toi à voir le monde sous un jour nouveau. Nicolas Machiavel n'était pas l'homme qu'on imagine souvent. On le caricature comme un stratège cynique, prêt à tout pour le pouvoir. En réalité, c'était un observateur lucide, d'une honnêteté brutale, des rouages de la nature humaine et des jeux de domination. Dans Le Prince, il ne glorifie pas la bêtise. Il l'analyse, il la dissèque. Il montre que, dans un monde régi par la peur, la confusion et le besoin de sécurité, les foules finissent par choisir celui qui parle fort plutôt que celui qui pense juste. Le pouvoir ne repose pas sur l'intelligence, mais sur la perception. Et Machiavel savait que cette perception peut être modelée, manipulée, simplifiée, jusqu'à ce que l'illusion devienne plus séduisante que la vérité. Cette compréhension du pouvoir s'inscrit dans une tradition plus ancienne encore. Déjà dans la Rome antique, Sénèque alertait sur les passions collectives et la facilité avec laquelle la foule se laisse guider par des esprits médiocres. Plus tard, des penseurs comme Spinoza ou Schopenhauer ont montré combien l'illusion de liberté masque souvent une servitude volontaire. L'être humain préfère être dirigé plutôt que de penser par lui-même. Et pour diriger ceux qui refusent de réfléchir, il faut quelqu'un qui ne réfléchit pas non plus, mais qui sait séduire, contrôler, imposer. Cette vérité dérange, elle a été occultée, non parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle heurte profondément l'idéal démocratique. Elle nous renvoie à une blessure que nous refusons de voir. Nous avons sacrifié la lucidité pour le confort. Et dans cet échange silencieux, nous avons ouvert les portes du pouvoir à ceux qui n'ont rien à offrir, mais savent comment le faire croire. C'est ici que commence la dérive. Maintenant que tu saisis les racines philosophiques et historiques de cette réalité troublante, il est temps d'aller plus loin, d'explorer les mécanismes invisibles que tu ressens peu, être sans pouvoir encore les nommer. Pourquoi les esprits les moins éclairés dominent-ils si souvent, tandis que les esprits brillants s'enlisent dans l'oubli ou le silence? Ce n'est pas une simple injustice, c'est une logique, une stratégie de survie du système lui-même. Voici comment cela fonctionne. Le premier mécanisme à comprendre est la peur de la complexité. L'intelligence dérange, non parce qu'elle est menaçante physiquement, mais parce qu'elle demande un effort. Elle bouscule, elle oblige à penser autrement, à sortir des cadres familiers, à remettre en question les certitudes établies. Or, la majorité des individus ne cherchent pas la vérité, mais la tranquillité intérieure, même si elle repose sur une illusion. C'est pourquoi les figures les plus simples, les plus grossières, les plus caricaturales séduisent les foules. Leur langage apaise, rassure, ne demande aucun effort. Un esprit complexe incite au doute. Il introduit la nuance, le paradoxe, le recul. Mais la masse rejette le recul. Elle veut des réponses claires, immédiates, binaires. Elle veut un camp pour le mal, un autre pour le bien. Elle veut des slogans, pas des réflexions. Elle veut comprendre sans effort. Plus un message est subtil, plus il est ignoré. Plus il est brut, plus il est acclamé. Machiavel l'avait compris. Celui qui gouverne n'a pas besoin d'être intelligent, mais il doit sembler clair. Et c'est là que les esprits médiocres excellents, car ils n'ont pas à simplifier leur pensée, elle l'est déjà. Leur vision du monde est plate,
immédiate, évidente. Leur cohérence dans la médiocrité rassure ceux qui craignent de ne pas comprendre. Regarde autour de toi. Combien de figures publiques sont portées au nu, non pour leurs solutions, mais pour l'illusion de clarté qu'elles offrent? Combien sont suivies, respectées, écoutées, simplement parce qu'elles parlent sans nuance, avec autorité, comme si tout était simple? Leur faiblesse n'est pas un frein, elle est leur moteur. Elle permet à la foule de se sentir intelligente, de rester dans sa zone de confort, de ne pas être dépassée. Ce mécanisme est insidieux. Il ne repose pas sur une manipulation visible, mais sur un instinct collectif, un besoin tribal de sécurité cognitive. Et c'est ce besoin qui transforme la médiocrité en pouvoir. Les idiots ne forcent pas les portes du pouvoir. Le pouvoir les appelle, les réclame, les invite, car ils ne menacent jamais l'ordre établi. Le deuxième mécanisme est la primauté du confort émotionnel sur la vérité. Une vérité cruelle, rarement admise, et que la plupart des gens ne veulent pas entendre ce qui est vrai, mais ce qui les flatte. La vérité blesse, elle arrache les masques, elle déstabilise, elle oblige à changer, et changer est douloureux. C'est pourquoi l'idiot utile triomphe là où le sage échoue. Il ne dit jamais la vérité, mais ce qui apaise, ce qui calme, ce qui caresse les blessures sans les guérir. Un esprit profondément intelligent dérange, même sans le vouloir. Sa manière de parler, de penser, d'exister, met les autres face à leurs limites, leurs incohérences, leurs manques. L'idiot, lui, ne dérange personne. Il reflète les frustrations collectives sans chercher à les résoudre. Il ne pense pas, il ressent. Et dans un monde saturé de blessures non guéries, celui qui parle à l'émotion plutôt qu'à la raison devient roi. Ce n'est pas nouveau. Depuis toujours, les foules préfèrent le consolateur au guérisseur, le vendeur de rêves au porteur de lumière. Le rêve est doux, confortable, léger. La lumière, elle, est crue. Elle révèle ce qu'on refuse de voir. C'est pourquoi on brûle les sages et on acclame les fous. Observe les discours politiques actuels. Tout est calibré, non pour être vrai, mais pour être accepté. On évite les mots qui heurtent, on efface les vérités qui divisent. On simplifie, on adoucit, on caresse l'oreille des masses pour ne jamais troubler leur confort. Celui qui ose aller à contre-courant est immédiatement diabolisé. Trop complexe, trop brutal, trop lucide, pas assez rassurant. L'idiot, lui, ne sait même pas qu'il ment, et c'est là sa force. Il croit en ce qu'il dit, il le ressent profondément. Il transmet ses émotions comme des vérités absolues, et cela fonctionne, car la sincérité émotionnelle touche la foule plus que la rigueur intellectuelle. L'émotion crée un lien immédiat, elle ne demande aucun effort, elle caresse l'âme là où elle souffre, sans guérir, mais en promettant qu'on ait compris. Dans un monde blessé, avide de douceur, celui qui ressent fort devient un héros, même s'il n'a rien à dire, même s'il conduit à l'erreur. Il n'a pas besoin d'avoir raison, il suffit qu'il fasse du bien. Et pour cela, il suffit qu'il reste simple, très simple. Le troisième mécanisme est la mise en scène de la force. Le pouvoir n'aime pas les fragiles. Mais attention, il ne cherche pas la véritable force, seulement son apparence. Le spectacle de l'autorité, la posture, le ton, le regard fixe, les gestes affirmés, les phrases courtes, les silences calculés. Voilà ce que les foules perçoivent comme du leadership. Et l'idiot, s'il est assez sûr de lui, peut imiter cela à la perfection. Dans un monde de surface, le fond n'a plus d'importance. Tu peux n'avoir aucune idée, aucune vision, aucun recul. Si tu parles avec assurance, si tu ne doutes jamais, si tu affirmes des banalités avec force, tu es perçu comme un leader. La vérité n'est plus jugée à la profondeur d'un discours, mais à la confiance avec laquelle il est prononcé. L'idiot a un avantage terrible sur l'homme lucide. Il ne doute jamais, car il ne comprend pas assez pour douter. Celui qui sait, lui, hésite. Il pèse ses mots. Il mesure le poids de chaque phrase. Il doute, non par faiblesse, mais parce qu'il voit plus loin. Ce doute est perçu comme une faille, une faiblesse, un manque de charisme. Et c'est ainsi que l'idiot prend l'ascendant. Il affirme, il impose, il frappe fort, même à côté. Machiavel écrivait que le prince doit paraître vertueux sans être obligé de l'être. C'est la mise en scène qui compte, le costume, l'attitude, le masque. Aujourd'hui, à l'ère des écrans, des clips viraux, des interviews de 30 secondes, ce qui compte n'est pas ce que tu dis, mais comment tu le dis. Pas ce que tu es, mais ce que tu fais croire que tu es. Dans ce théâtre, l'idiot qui croit en lui
est plus convaincant que le sage qui s'interroge. La foule ne suit pas celui qui doute, mais celui qui frappe la table en disant « Moi je sais », même s'il ne sait rien, même s'il mène au gouffre. L'assurance fait foi, et plus elle est vide, plus elle résonne fort. Regarde comment les figures publiques parlent, observe leur regard, leur posture, leur énergie. Rien de profond, rien de transcendant, mais tout est calibré pour impressionner. C'est du théâtre, et les spectateurs, en mal de repère, en redemandent, confondant l'acteur avec le roi. Le quatrième mécanisme, plus discret, est l'attrait des élites pour l'incompétence obéissante. Une vérité murmurée dans les coulisses du pouvoir, mais rarement dite à voix haute, est que les élites n'ont pas besoin de brillants esprits pour faire fonctionner le système. Elles ont besoin d'obéissants, de profils malléables, de silhouettes sans épines dorsales, de personnes qui exécutent sans poser de questions, qui s'adaptent à tout, sauf à la vérité. Un homme libre, lucide, éclairé, dérange l'ordre établi. Il voit les manipulations, comprend les rouages cachés, sent les mensonges derrière les beaux discours, et refuse d'être instrumentalisé. Il dit non, il pense par lui-même. Dans un système qui repose sur la reproduction du pouvoir, une telle personne est un danger. On ne le combat pas frontalement, on l'écarte discrètement, on le relègue à des postes secondaires, on l'étiquette comme trop compliqué, trop exigeant, trop instable, trop libre. Mais l'idiot, lui, ne fait pas de vagues. Il répète ce qu'on lui dit, fidèle non par loyauté, mais par incapacité à penser autrement. Cela fait de lui un outil parfait, une extension du pouvoir en place. Les élites le qualifient, avec cynisme, de bon profil, malléable, prévisible, vide de conviction mais plein d'ambition, idéal pour occuper l'espace sans le remettre en question. C'est ainsi que le pouvoir se reproduit, non par excellence, mais par une sélection inversée. Plus tu es obéissant, plus tu montes. Plus tu es intelligent, plus tu deviens imprévisible. Dans un monde gouverné par la peur de perdre le contrôle, l'intelligence est un risque, l'incompétence une assurance. C'est pourquoi les postes clés, les leviers d'influence, les grandes décisions sont souvent confiées à des profils médiocres mais dociles. On les récompense pour leur soumission. On les protège, car ils ne feront jamais de révolution. Ils jouent leur rôle, contents d'être là, croyant être puissants, alors qu'ils récitent un script écrit par d'autres. Tu crois peu? Être que le pouvoir est un sommet où trônent les plus forts? C'est faux. Le pouvoir est une pyramide inversée où l'on place en haut ceux qui ne dérangent pas et en bas ceux qui comprennent trop. L'intelligence véritable est reléguée dans l'ombre, non parce qu'elle est rare, mais parce qu'elle est dangereuse. Elle ne s'incline pas, ne sert pas, ne ment pas. Dans un monde qui fonctionne par reproduction docile, ce n'est pas l'idiot qui est exclu, c'est lui qu'on appelle, car il n'aura jamais l'idée de dire non. Le cinquième mécanisme, profondément humain, est la jalousie du peuple envers les esprits libres. Un esprit véritablement libre dérange, non parce qu'il attaque, mais parce qu'il existe. Il est un miroir que beaucoup préfèrent briser plutôt que regarder, car il reflète leur propre enfermement. Ce sentiment déclenche une mécanique ancestrale, la jalousie. Les peuples ne cherchent pas d'abord à être éclairés, mais à être validés. Celui qui pense autrement, qui s'élève au-dessus de la norme, ne valide rien. Il expose, sans le vouloir, l'endormissement des autres. Plutôt que de le suivre, on le déteste. Plutôt que de l'écouter, on le ridiculise. Plutôt que de l'élever, on le crucifie. C'est pourquoi les vrais penseurs, les esprits éveillés, finissent souvent seuls, rejetés, méconnus. Ce n'est pas toujours le pouvoir en place qui les combat, mais la foule, qui ne supporte pas qu'un homme ose s'éloigner du troupeau, qu'il refuse de se taire. L'idiot, lui, ne dérange personne. Il est comme tout le monde. Il pense ce qu'on pense. Il dit ce qu'on attend. Il n'éveille rien. Il caresse l'ego collectif. Cela suffit pour qu'on le suive, qu'on l'applaudisse, qu'on le pousse vers le haut, car il ne juge pas. Il ne reflète rien de douloureux. Il est la norme, la sécurité. La société préfère l'idiot joyeux au penseur silencieux, car l'un fait oublier, l'autre rappelle. L'un endort, l'autre réveille, et l'éveil fait mal. Il oblige à se voir tel qu'on est, à changer. Beaucoup préfèrent haïr celui qui réveille plutôt que de quitter le sommeil. Tu comprends maintenant pourquoi les plus lucides gouvernent rarement. Leur simple présence offense la médiocrité ambiante. Elle force les autres à regarder ce qu'ils fuient. Dans un monde qui évite les miroirs, celui qui éclaire est perçu comme un ennemi. Voilà pourquoi l'intelligence libre est tenue à distance. Non parce qu'elle est incapable de gouverner, mais parce qu'elle est trop dangereuse pour être tolérée.
Le sixième mécanisme, cultivé par les systèmes, est l'éducation à l'ignorance. Si tu veux comprendre pourquoi les idiots accèdent au pouvoir, observe comment on éduque les enfants, ce qu'on leur enseigne et surtout ce qu'on leur fait oublier. Très tôt, on leur apprend à obéir, à réciter, à être récompensés pour leur conformité et punis pour leur curiosité. La question qui dérange, le regard qui sort du cadre, la pensée qui déborde des cases, tout cela est corrigé, doucement, silencieusement, mais fermement. Ainsi, on forme des adultes dociles, répétitifs, incapables d'aller au-delà de ce qu'on leur a dit. L'école ne forme pas des esprits libres, mais des exécutants, des candidats au monde tel qu'il est, non des architectes du monde tel qu'il pourrait être. On valorise la mémoire, pas la réflexion, l'imitation, pas l'invention. On n'apprend pas à penser par soi-même, mais à penser comme tout le monde. Celui qui sort du lot, qui interroge, qui veut comprendre plus profondément, devient un problème, un élève difficile, un cas à surveiller. Et plus le système avance, plus il perfectionne cette mécanique. Les médias prennent le relais, simplifiant à l'extrême, réduisant la complexité à des titres, des slogans, des émotions. Ils nourrissent l'opinion, pas la réflexion. Ils préparent l'esprit à réagir vite, jamais à penser lentement, à juger tout, mais à comprendre rien. Résultat, des générations grandissent dans une illusion d'intelligence. Elles savent ce qu'on leur a dit, mais pas ce que cela signifie. Elles répètent sans saisir, possèdent des diplômes sans discernement, des certitudes sans conscience. Dans ce désert intellectuel, que devient l'esprit qui pense par lui-même? Une anomalie, un esprit inutile. On ne sait que faire de lui. Il dérange, il refuse les ordres absurdes, il remet en cause les évidences. Il n'est pas productif, il est vivant, et cela suffit pour qu'on le marginalise. Mais l'idiot, lui, trouve sa place. Il a été formé pour cela, il suit les règles, il ne voit pas les contradictions, donc il ne les conteste pas. Il exécute avec le sourire, et le système l'aime pour cela. Il est fluide, il ne bloque rien, il ne remet rien en cause. Ainsi, l'ignorance devient une qualité sociale, une compétence politique, une voie d'ascension. Quand une civilisation valorise l'ignorance habile plus que la sagesse silencieuse, elle place logiquement des idiots sur des trônes et des éveillés dans l'ombre. Le septième mécanisme, le plus dérangeant, est que l'idiot utile triomphe là où le sage dérange. Le pouvoir ne cherche pas la sagesse, il la craint, car elle est incontrôlable. Elle ne s'achète pas, ne s'intimide pas, ne s'incline pas. Elle se tient debout, seule s'il le faut, face au mensonge collectif. Cette posture, aussi noble soit-elle, ébranle les fondations d'un monde bâti sur l'illusion, la peur et l'ordre imposé. Le sage voit trop loin, il ne réagit pas à l'instant, il ne joue pas le jeu, il comprend les rouages invisibles, les contradictions internes, les dérives inévitables. Parce qu'il voit, il ne peut se taire. Il parle, et ce qu'il dit dérange. Ce qu'il révèle oblige à choisir, ouvrir les yeux ou le faire taire. Souvent, on choisit la seconde option. Mais l'idiot utile, lui, ne voit rien, et parce qu'il ne voit rien, il ne menace rien. Il renforce l'ordre, sans s'en rendre compte. Il devient le relais parfait de l'autorité. Il exécute sans comprendre, parle sans penser, inspire confiance, non parce qu'il est juste, mais parce qu'il ne va jamais trop loin. Pourquoi l'idiot triomphe-t-il? Parce qu'il est prévisible. Il n'a pas d'âme à défendre, pas de lumière à offrir, pas de feu intérieur à partager. Il est vide, donc utile. Il n'est pas une étincelle, mais une mécanique. Dans un monde qui craint le feu, on préfère les engrenages. Le pouvoir a besoin d'ordre, pas de conscience, de silence, pas de vérité. L'idiot est une promesse de stabilité. Il ne soulèvera jamais la foule contre l'injustice, ne posera jamais les questions qui dérangent, ne créera jamais de brèche. Il est un mur solide, épais, étanche, et ce mur devient un trône, non parce qu'il élève, mais parce qu'il enferme. Il protège ceux d'en haut de ceux d'en bas, canalise la colère, absorbe la complexité, simplifie, rassure, endort. Pendant que le peuple dort, ceux qui tiennent les ficelles continuent leur jeu. Machiavel le savait. Le prince habile utilise même les médiocres pour ses desseins. Il ne parlait pas de cynisme, mais de survie. Le pouvoir ne s'entoure pas des meilleurs, mais de ceux qui ne menacent pas l'ordre. Et les meilleurs menacent toujours l'ordre. Voilà pourquoi, dans l'histoire, les sages finissent souvent en exil, en prison ou dans l'oubli, tandis que les idiots utiles
trônent sur les affiches, dans les palais, à la tête des nations. Ils ne sont pas brillants, mais fonctionnels, indispensables dans un monde qui préfère l'ombre à la lumière. Le plus troublant, ce n'est pas que les idiots accèdent au pouvoir, c'est que le monde les y pousse, les y invite, les y installe et les y protège. Ce n'est pas un accident, mais une mécanique bien huilée, un choix collectif silencieux, répétitif. Pour comprendre pourquoi cette logique s'impose, il faut plonger plus loin, derrière les apparences, les figures politiques, les crises. Là se cache une vérité plus sombre. L'idiotie règne parce que l'humanité refuse de grandir. Ce que l'on dénonce, l'incompétence au sommet, la médiocrité des leaders, la vacuité des discours, n'est que le miroir de notre propre refus d'évoluer. Le peuple réclame des guides, mais rejette ceux qui élèvent. Il veut être protégé, pas transformé. Il veut des solutions simples, pas des chemins ardus. Dans cette demande infantile, le pouvoir se plie. Il offre des figures rassurantes, des slogans digestes, des réponses automatiques. Celui qui propose un éveil, une croissance intérieure, un dépassement, est rejeté, trop exigeant, trop dur, trop vrai. Et ce qui rend cela encore plus toxique, c'est que l'idiot ne se vit pas comme un imposteur. Il croit sincèrement en ce qu'il dit, agit avec la foi du naïf, se sent utile, légitime. Cette sincérité est contagieuse, elle rassure, elle semble vraie. Ce n'est pas un manipulateur rusé, mais un croyant convaincu. Sa foi repose sur du vide, et ce vide devient un fondement idéologique. Plus il croit, plus on le suit. Moins il doute, plus il inspire. Dans un monde saturé de peur, l'assurance vaut plus que la lucidité. C'est là que les grands principes démocratiques révèlent leur faiblesse. On pense que la démocratie protège de l'idiotie, qu'elle offre un rempart contre les dérives, mais parfois elle les amplifie. La majorité ne pense pas en termes de lucidité, mais d'émotion. Elle vote pour celui qui touche, non pour celui qui enseigne, pour celui qui lui ressemble, non pour celui qui l'élève. L'élection devient un miroir. L'élu reflète les blessures collectives, les désirs inavoués, les faiblesses non guéries. Le pouvoir n'est plus une ascension, mais une validation de l'immaturité. Dans un monde devenu spectacle, la visibilité vaut plus que la vérité, la parole plus que le silence, l'image plus que l'idée. Celui qui maîtrise l'attention gouverne les consciences, et celui qui fait du bruit triomphe. L'intelligence profonde, elle, ne crie pas. Elle se construit dans le silence, la lenteur, la solitude. Mais dans un système fondé sur l'instantanéité, elle devient invisible, inutile. Regarde ce que le monde récompense aujourd'hui. La phrase choc, le geste fort, l'émotion brute. Ce n'est plus la sagesse qui attire, mais la performance, l'excès, le buzz. Dans cette logique, l'idiotie a un avantage fatal. Elle est simple à produire, instantanée, ne demande ni travail, ni recul, ni silence. Elle est le produit parfait du monde moderne, rapide, bruyante, vide, mais efficace. Plus le bruit s'intensifie, plus les voix lucides deviennent inaudibles. L'homme sage parle lentement, pèse ses mots, choisit ses silences. Mais dans un monde où tout s'accélère, où chaque mot doit frapper vite, il devient invisible. Sa parole semble fade, son calme suspect. On le traite de faible, d'inactif, de dépassé, alors qu'il est peu, être le seul à voir clair. Mais qui l'écoute encore? Qui a le temps, l'attention, la maturité pour accueillir une parole lente dans un monde qui ne tolère que la vitesse? L'idiot, lui, n'a pas besoin de subtilité. Il simplifie tout, affirme sans nuance, promet sans fondement, réagit, s'indigne, se met en scène. Ce théâtre séduit, il parle la langue de l'époque. Il est compatible avec le flux, il devient la norme. Et voici le dernier mécanisme, le plus inquiétant. L'idiotie est devenue un outil de gouvernance. Le système ne subit pas l'idiotie, il l'utilise, la cultive, la protège, car elle masque le vrai pouvoir, celui qui agit dans l'ombre, qui tire les ficelles pendant que l'idiot parle devant les caméras. L'idiot utile est un rempart, un écran. Il canalise les colères, absorbe les tensions, occupe le champ médiatique. Il parle beaucoup pour que d'autres puissent agir sans être vus. Il gouverne en apparence, pendant que d'autres gouvernent en silence. Cette mascarade rassure le peuple. Quelqu'un est là, visible, audible, présent. Même s'il ne comprend rien,
Même s'il ne décide rien, il rassure, il occupe, il endort. Pendant ce temps, les véritables décisions sont prises ailleurs, loin des regards, loin du peuple, loin de toute responsabilité. Le pouvoir s'est dissous dans l'ombre, dans les structures, les systèmes, les processus. Ce qu'on appelle encore le dirigeant n'est plus qu'un masque, un rôle, une image, souvent creuse. Il récite, signe, obéit et croit gouverner. Voilà la vérité que peu supportent d'entendre. L'idiot n'est pas la cause de la chute, il en est l'outil. Il n'est pas le problème, mais la solution de ceux qui veulent que rien ne change. Il est l'antidote à la lucidité, l'assurance contre la révolution, l'idiot parfait. Alors, ne t'étonne plus de ce que tu vois. Ne te scandalise pas du vide au sommet. C'est voulu, calculé, cultivé. Ce ne sont pas les idiots qui gagnent, mais ceux qui les utilisent, ceux qui savent que le vrai pouvoir ne se montre jamais. Il agit dans l'ombre pendant que la foule acclame l'homme qui parle fort sans rien dire. Pendant que tu analyses ses gestes, ses discours, ses erreurs, les vrais stratèges avancent. Ils ne s'exposent pas, n'ont pas besoin de popularité. Ils ont les leviers, le temps, et savent une chose essentielle. Tant que le peuple croit que le pouvoir est dans la bouche de l'idiot, personne ne le cherchera là où il se cache vraiment. Comment résister à la domination des esprits vides et redevenir maître de ton propre esprit? Le premier acte est de réapprendre à penser lentement. Dans un monde qui valorise l'instant, prends le temps d'observer une idée, de la retourner dans ton esprit, d'écouter le silence qu'elle produit en toi. L'idiotie prospère dans la vitesse, dans les jugements impulsifs, les conclusions hâtives, les certitudes jamais remises en cause. La lucidité, elle, se révèle à celui qui ralentit. Refuse de réagir trop vite, pose des questions, interroge même ce que tu crois savoir. C'est là que commence la désobéissance intérieure. Le deuxième acte est de développer ton seuil de complexité. Fuis la facilité, elle n'est pas toujours sagesse, parfois simple paresse mentale. Le pouvoir des idiots repose sur un public qui refuse l'effort de comprendre. Si tu veux sortir de cette masse, élargis ta capacité à accueillir l'ambigu, le paradoxal, l'inconfortable. Lise des textes ardus, entoure-toi de voix qui pensent différemment, supporte le mystère. Plus tu tolères la complexité, moins tu seras manipulable. Le troisième acte est de détruire le réflexe d'admiration aveugle. Tu as été conditionné à admirer la force visible, celui qui parle fort, ne doute pas, sourit avec assurance. Casse cette programmation. L'homme qui ne doute jamais n'est pas fort, il est sourd à lui-même. Celui qui crie pour exister est souvent vide. Ne te laisse plus impressionner par la surface. Apprends à voir au-delà du ton, à ressentir la conscience derrière les mots. Refuse d'applaudir ce que tu ne comprends pas, même si tous le font. Le quatrième acte est de protéger ta solitude comme un territoire sacré. Tu ne penseras jamais clairement si tu restes noyé dans la foule. Pour voir ce que les autres ne voient pas, éloigne-toi, au moins un instant. Crée en toi un espace de silence où le vacarme du monde ne pénètre pas, un espace de recul, de confrontation avec toi-même. C'est dans la solitude que naissent les vérités dérangeantes, les intuitions fortes, les visions transformatrices. Retire-toi, non pour fuir le monde, mais pour mieux le comprendre et y revenir. Le cinquième acte est de désarmer ton besoin d'appartenir. Vouloir plaire, être compris, accepté est naturel, mais c'est une faiblesse. Les systèmes te capturent par ce besoin. Tu suis le courant pour ne pas être seul. Tu répètes ce que tous disent pour ne pas être rejeté. Brise ce pacte. Décide que ton esprit ne sera plus à vendre, que ton regard ne dépendra plus des autres. Ose l'impopularité, la vérité, même si elle te coûte des amitiés, même si elle t'isole. La clarté intérieure se paie au prix du détachement. Le sixième acte est de traquer en toi la tentation de l'idiotie. Tu crois peu, être à l'abri, mais l'idiot vit aussi en toi. Chaque fois que tu choisis la facilité, que tu parles sans savoir, que tu critiques sans comprendre, que tu préfères l'émotion à la vérité, il est là, en veille, attendant un moment de fatigue, de peur ou de vanité. Observe-le, reconnais ses formes, transforme-les. C'est cela, la véritable vigilance. Voir l'ombre en soi sans lui laisser la main. Le septième acte est de renforcer ton autorité intérieure. Le monde est rempli de voix qui veulent te guider, t'influencer, te séduire. Mais la seule voix digne d'obéissance est celle qui naît dans le silence profond de ta conscience. Pas ta peur, pas ton désir, pas ton ego, mais ta conscience. Tu la reconnaîtras, car elle ne flatte pas. Elle appelle à grandir, à te dépasser, à affronter ce que tu évites.
Renforce cette voix. Donne-lui du pouvoir. Prends des décisions en accord avec elle, même si elles sont difficiles, même si elles te font trembler. Tu ne seras jamais à l'abri des mensonges extérieurs si ta vérité intérieure n'est pas enracinée. Imagine une cité prospère, vaste, pleine de vie, mais sans murailles. Elle les a jugées inutiles, trop rigides, trop anciennes, et les a abattues. Elle s'est ouverte à tout, à tous. Mais dans cette ouverture, elle a oublié de filtrer. Elle a laissé entrer le bruit, l'ignorance, le chaos. Un jour, un homme sans sagesse, sans vision, mais avec une grande voix, est entré. Il a parlé fort, promis la sécurité, dit ce que tous voulaient entendre. La cité l'a applaudi, et il a pris le trône, sans lutte, sans guerre, juste avec ses mots. Dès lors, les vrais bâtisseurs ont été chassés, les sages réduits au silence. Plus personne n'a osé dire que la cité mourait, car le trône était occupé, et cela suffisait. Mais un vieil homme, à la frontière, continuait de construire une muraille, non pour exclure, mais pour protéger l'essentiel. Il n'avait ni trône, ni armée, ni foule, mais un feu dans les yeux. Ce feu disait « Ce qui vaut d'être protégé vaut d'être combattu. Tant qu'un homme construira, il y aura une chance de réveil. Si tu veux rester libre dans un monde qui glorifie les aveugles, observe les visages, écoute les discours, perçois les silences. Ce que tu prenais pour des erreurs du système et sa structure même. Ces êtres creux, sans vision, au sommet des institutions, ne sont pas des accidents, mais les conséquences d'un monde qui rejette la profondeur, craint la clarté, fuit la vérité. L'idiot au pouvoir n'est pas le problème, il est le symptôme. Tant que les peuples chercheront le confort plutôt que le courage, l'applaudissement plutôt que la lucidité, le divertissement plutôt que la vérité, le trône restera vide à l'intérieur, mais rempli à l'extérieur. Tu sais désormais que la véritable résistance commence dans l'invisible, dans ton esprit, dans le refus de céder à la facilité, dans la discipline de penser au-delà de l'évidence, dans le choix d'écouter ce qui dérange, pas ce qui flatte, dans ta capacité à rester debout quand tout te pousse à t'asseoir. Ce n'est pas un combat contre le monde, mais contre l'endormissement intérieur. L'idiot ne prend jamais le pouvoir seul. Il y est porté, élevé, invité par des millions d'esprits fatigués qui ont abandonné leur souveraineté. Mais toi, tu peux choisir de ne pas suivre. Tu peux être ce point fixe dans la tempête, cette voix qui éclaire sans crier, cette conscience qui transforme sans s'imposer. Tu peux être le contrepoids silencieux, l'esprit qui dérange, la présence qui réveille. Être seras-tu seul, incompris, écarté, raillé, mais tu sauras que tu ne joues plus dans ce théâtre, que tu as quitté la scène pour la réalité, que ta pensée t'appartient, et que personne ne pourra te la voler. Si ce message t'a touché, ne te contente pas de le lire. Incarne-le, nourris-le, fais-le vivre. Commence par un acte simple. Écris cette phrase dans les commentaires. Je refuse de couronner l'ignorance. Pas pour toi, mais pour ancrer cette décision, pour graver ce refus. Et si tu veux continuer à éveiller ton esprit dans un monde qui dort, abonne-toi à cette chaîne, non pour consommer, mais pour grandir. Chaque vidéo est un outil, un miroir, une clé. Reste avec nous. Chaque semaine, une nouvelle vérité t'attend. Une vérité que personne ne crie, mais que tu dois entendre.